Moyenne. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Marie. On est vraiment très heureuse et très heureux, toute l'équipe IMS, de pouvoir vous retrouver tous et toutes aujourd'hui, parce que je crois que c'est un travail depuis de longs mois que nous préparons pour cet après-midi. Aujourd'hui, c'est la 12e édition du Luxembourg Sustainability Forum. Donc, nous sommes ici tous et toutes ensemble à la Luxexpo et en direct retransmis sur notre site internet imslux.lu en français et en anglais. Je tiens à commencer par les remerciements parce que cet événement ne pourrait exister sans nos sponsors et particulièrement nos gold sponsors, donc ArcelorMittal, la Banque de Luxembourg, la Banque européenne d'investissement, BGL BNP Paribas, Luxexpo The Bock, PwC et Société Générale. Cet événement est aussi organisé en partenariat avec le ministère du Développement durable et des Infrastructures et le ministère des Affaires étrangères. Nous organisons aussi cet événement, et vous allez le voir au cours de l'après-midi, avec notre partenaire Bilab Benelux, puisque IMS, vous vous en souvenez probablement, est devenu le point de contact national du réseau Bicorp ici pour Luxembourg. Il y a exactement une année, nous avions signé ici le MOU avec Bicorp. Tout à fait. Et donc nous avons choisi cette année d'intituler cette édition Behind the Scenes, Acting for Real Change. Vous allez le voir, nous allons découvrir différentes scènes de notre vie économique. Par exemple, se vêtir, se nourrir, voyager ou travailler. Donc derrière toutes ces actions, ces activités du quotidien, il se cache des impacts pour notre planète, des impacts sociaux aussi. Donc nous lèverons le rideau sur ces impacts, mais aussi nous irons découvrir l'énorme potentiel que recèlent justement ces actions du quotidien pour aller vers un futur souhaitable. Donc vous ici, citoyens, entreprises, vous êtes en première ligne de ce combat, de ce défi pour une production, une consommation durable, hein, comme nous dit l'ODD numéro 12. Donc voilà, ça c'est le programme d'aujourd'hui, vous allez le voir. Nous vous avons préparé différents décors, différentes ambiances, différents actes. Et donc l'édition va être très rythmée et, on l'espère, ne va pas cesser de vous interpeller et de vous inspirer pour opérer le changement qui s'impose dans nos vies. Le changement, Marie, comme tu viens de le dire, nous souhaitons aussi l'impulser sur un autre front. Une thématique qu'IMS a désignée comme prioritaire, c'est la thématique de l'eau. Vous venez le voir dans le spectacle. L'eau douce, une ressource vitale, mais en danger. C'est pour cette raison que nous avons choisi d'ouvrir cette édition avec le spectacle du collectif Minuit 12 que vous venez de voir. Un hymne à l'eau saisissant, et je voudrais qu'on les applaudisse à nouveau. Et je vais inviter les 3 fondatrices à venir nous rejoindre sur scène. Bravo encore. Donc, Jade Verda, Pauline Lida et Justine Sen. Alors Jade, on vous décrit souvent comme des artivistes. Quelle est la raison d'être de votre collectif et quel est votre engagement ? Donc le collectif Minuit 12, dont vous venez de voir un extrait, ça a été créé en 2021 et on se définit comme un collectif artistique et activiste. Et en fait, on rassemble des artistes et initialement des danseurs autour de thématiques qui ont trait à la biodiversité, le climat, donc écume sur l'eau. Et on essaye de briser des frontières à la fois stylistiques et à la fois institutionnelles. Donc on travaille à la fois avec des ONG, avec des militants et à la fois avec des théâtres, comme un collectif traditionnel. On défend, oui, cet aspect d'activisme, mais aussi de réinventer l'activisme, c'est-à-dire d'utiliser l'art dans l'activisme, et que l'activisme, c'est pas forcément les images clichés qu'on en a, c'est aussi toutes ces nouvelles formes qu'on essaye d'implanter. Merci Jade. Justine, maintenant, est-ce que vous pourriez nous parler de la force de la danse ? En quoi l'esthétique de la danse est-elle un moyen particulièrement efficace pour véhiculer un message ? Je pense qu'au début, on ne s'est pas forcément posé la question parce qu'on était toutes danseuses, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, encore plus à l'ère des réseaux sociaux, j'ai envie de le dire, la danse, c'est un truc qui devient hyper viral et c'est quelque chose qui n'a pas la barrière de la langue. Donc en fait, avec la danse, on arrive à transmettre des émotions sans forcément passer par la parole. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de paroles dans ces conférences, dans des rassemblements militants, etc. Et d'autant plus qu'en travaillant avec la danse, avec le corps, finalement, c'est un message qui est d'autant plus direct que le corps, c'est notre premier outil finalement pour affronter tous ces dérèglements climatiques et tous ces changements, parce que quand il fait 40 degrés et qu'on n'a pas d'eau et que c'est la sécheresse dans le sud ou à l'autre bout du monde, c'est dans notre chair qu'on est touché. Et donc, d'où l'importance, je pense, de la danse, du corps et des images.
Merci beaucoup, Justine et Pauline. Nous venons de voir des extraits de votre spectacle Écume. Pourquoi avoir choisi ce thème de l'eau ? Je pense que ce spectacle, qui est le premier spectacle à l'origine de notre collectif, c'est comme pour tous nos projets. En fait, on ne cherche pas forcément une question environnementale en se disant c'est celle-ci dont il faut parler. On part en fait à chaque fois de ce qui nous touche, mais personnellement. Donc là, par exemple, cette histoire, quand j'ai commencé à penser en fait à ce conte autour de l'eau, je suis partie en fait d'un élément hyper concret. Ma famille vient du bord de la mer. J'ai grandi vraiment avec cette idée d'être au bord de l'océan, de voir en fait aussi toutes les questions écologiques et environnementales qui affectent nos mers, nos océans et les personnes qui vivent sur les rivages. Et donc pour moi, c'était une évidence et c'était une source d'inspiration première. Et on se rend compte que quelque chose qui nous touche, nous, souvent en fait touche tous ceux qui travaillent sur ces projets et après en fait viennent aussi toucher les spectateurs. Merci. Merci encore à vous toutes pour cette formidable chorégraphie que nous venons de voir. La très bonne nouvelle, c'est que nous n'avons vu qu'un seul des 4 extraits que nous avons prévus pour cet après-midi. Vous nous emmènerez ainsi vers d'autres univers liés à l'eau tout au fil de l'après-midi. Oui, tout à fait. Et une autre personne qui va nous accompagner tout au long de ce forum, c'est l'hydrologue Charlène Descolonges, que j'invite dès à présent à rejoindre la scène pour une interview. C'est donc l'acte 1 de ce forum, Behind Your Water. Charlène. Bonjour Marie, bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas si on m'entend bien. Alors, notre premier objectif aujourd'hui, comme on le disait, c'est vraiment de bien comprendre les enjeux liés à la thématique de l'eau. Et donc, merci d'avoir accepté le principe de cette interview, Charlène. Alors, pour vous présenter rapidement, vous êtes, donc je le mentionnais, ingénieur hydrologue. Vous êtes spécialisé dans la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Alors, on dit de vous que, toute petite, vous parliez aux rivières. Donc, ça, quand même... C'est original. Aujourd'hui, vous êtes monté en première ligne du combat donc, pour la défense de l'eau, un sujet que, on disait tout à l'heure, que l'on ressent de plus en plus dans nos chairs, un sujet de plus en plus pressant. Donc vous êtes absolument, résolument engagé pour préserver l'eau et vous dites, au-delà, l'ensemble du vivant, on va le voir, tout est étroitement lié. Vous avez cofondé l'association nommée Pour une hydrologie régénérative qui vise à restaurer donc massivement le cycle de l'eau à l'échelle des territoires. Ça, vous allez nous expliquer tout ça. Et je cite également donc, votre ouvrage très didactique intitulé « L'eau, fake or not ». Voilà, je le présente. Et donc publié cette année aux éditions Pania. Donc alors rentrons directement dans le vif du sujet. Il y a des villes comme Santiago, comme le Cap, Karachi ou encore Los Angeles qui se préparent pour ce fameux jour zéro, donc le jour où plus aucune goutte d'eau ne sortira du robinet. Alors nous avons même ici récemment expérimenté des périodes prolongées de sécheresse hivernale même parfois, ou à l'inverse ici des pluies diluviennes. Donc on comprend, le cycle de l'eau est totalement bouleversé, totalement chahuté, et vous le dites, il y a urgence à agir. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce constat ? Eh bien oui, merci pour toute cette introduction. Effectivement, l'eau est un élément vital et on a tous un lien absolument ombilical, même vital à l'eau. Certains peuples considèrent les rivières comme les membres de leur famille. On est tous attachés à l'eau, on a tous un lien à l'eau. Et effectivement, ce cycle de l'eau, il est complètement dégradé, peut-être à commencer par notre perception du cycle de l'eau. Est-ce que vous vous souvenez tous et toutes de ce schéma qu'on a appris à l'école où on pense que l'eau fait un circuit fermé naturel des océans au continent et en fait ce schéma il est faux. Ça c'est le résultat d'une étude internationale qui montre que notre perception du cycle de l'eau est fausse et quand on a une perception qui est erronée, on ne peut pas vraiment poser le problème dans le bon sens. Donc je vais introduire comme ça en disant que le problème est mal posé. En disant que finalement, avant même d'avoir perturbé le climat, on a perturbé ce cycle de l'eau. Ce cycle de l'eau est complètement dégradé.
En commençant par ce dont on va parler aujourd'hui, ça tombe super bien, les sols. Les sols sont des incroyables réservoirs d'eau. Bien que la ressource en eau, à l'échelle de la planète, on est sur une ressource donc très précieuse, moins de 1% d'eau douce disponible est accessible aux hommes. Moins de 1%. On partage moins de 1% avec les milliards d'êtres humains, mais aussi les milliards d'espèces vivantes. Et dans ce moins de 1%, il y a l'eau qui est contenue dans les sols. Or, on a largement artificialisé les sols. Par exemple, au Luxembourg, j'ai découvert que depuis 1999, il y a l'Observatoire spatial du Luxembourg qui a calculé que chaque jour, 5000 mètres carrés étaient artificialisés. Ça veut dire qu'en l'espace de 2 jours, vous avez l'équivalent de la surface du parking qui est en face de cet endroit, qui est artificialisé. Or, un sol qui est bitumé ne peut pas infiltrer l'eau de pluie, ne peut pas recharger les aquifères et ensuite s'écouler dans les rivières. Donc on a accéléré ce cycle de l'eau à partir du moment où on empêche l'eau de pluie de s'infiltrer. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on s'est complètement approprié cette ressource en eau. Pour vous donner un chiffre absolument astronomique, on a 24 000 milliards de mètres cubes d'eau que l'humanité s'approprie chaque année. 24 000 milliards de mètres cubes d'eau, on a du mal à se représenter. C'est l'équivalent de la moitié des débits des rivières et des fleuves qui s'écoulent des continents aux océans. Et ça, c'est l'empreinte eau. Donc on va le définir ensemble tout à l'heure. Mais 24 000 milliards de mètres cubes d'eau, c'est dire à quel point l'humanité a pris la maîtrise, le contrôle sur cette ressource en eau. Et donc même nos hydrosystèmes sont absolument contrôlés. On a une chute, on va en parler aussi, de la population de poissons migrateurs en Europe. 93% se sont éteintes en l'espace de 50 ans, en raison des barrages et des nombreuses pollutions que l'on émet dans nos rivières. Donc voilà, on a perturbé l'ensemble de l'eau. L'eau nous relie toutes et tous, l'ensemble du vivant, et on a besoin de changer notre regard sur l'eau. Donc on va le voir ensemble. Oui, tout à fait. Donc, avec une double altération de la main de l'homme, comme on vient de le voir, mais aussi voilà, du changement climatique. Donc c'est quand même deux choses qui viennent... Complètement liées. Le changement climatique est lié au cycle de l'eau. Pour plus 1 degré de réchauffement, on a plus 7% de vapeur d'eau en plus dans l'atmosphère. L'atmosphère, c'est un compartiment limité, donc l'eau ne va pas pouvoir s'accumuler indéfiniment, et donc elle va devoir précipiter quelque part. On va avoir donc un phénomène de modification du régime des précipitations. Chez nous, c'est le pourtour méditerranéen qui va s'assécher, une baisse des pluies annuelles, et au pôle et dans le nord, d'une manière générale, une augmentation des précipitations annuelles. Et par endroits, une modification des périodes de pluie. On va avoir des pluies diluviennes très intenses et concentrées dans le temps, et des longues périodes de sécheresse. Donc le changement climatique va rajouter une difficulté supplémentaire, va accélérer encore plus ce cycle de l'eau. Oui, très bien. Et donc avec les conséquences majeures qu'on ait, vous avez évoqué justement la perte en biodiversité. On peut mentionner les 20% des aquifères qui sont surexploités, donc ça vient directement impacter évidemment la biodiversité. Mais on pense aussi même aux conflits dans le monde sur la question de l'eau. On a des conséquences en cascade, sans faire de jeu de mots, mais évidemment la biodiversité va en pâtir. Ça va nourrir des conflits géopolitiques très intenses, très forts, et on le voit malheureusement dans l'actualité. Le cycle de l'eau est perturbé. Et malheureusement, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Le changement climatique nous pousse à agir, effectivement, on est dans l'urgence, mais il faut surtout prendre le temps de comprendre ce qui se passe. C'est ça. Je note que la FAO a mentionné que 40% des terres émergées sont menacées de désertification. On voit bien l'enchaînement géopolitique qu'il peut y avoir à ce sujet. Donc vous le dites, la ressource, elle est rare, c'est un constat. C'est même désormais tristement officiel, puisque la limite planétaire sur l'eau douce est dépassée. Alors ça, on le savait partiellement déjà avec l'eau verte depuis avril 2022, mais c'est désormais confirmé pour l'eau bleue, donc avec une étude publiée le mois dernier par une trentaine de chercheurs, qui est une sorte de réactualisation des dépassements planétaires du Stockholm Resiliency Center. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette notion de dépassement, ce que ça implique, et puis au passage au bleu, au vert, peut-être pour clarifier. Oui, tout à fait. Alors, le Stockholm Resilience Center a été
c'est le centre de recherche qui a établi ces limites planétaires, ces frontières planétaires qui sont aujourd'hui très complexes à modéliser. On l'a dit, donc la limite planétaire de l'eau verte a été franchie en raison de ce changement dans l'humidité des sols. On avait une variabilité plutôt naturelle jusque dans les années 50. Or, avec l'aménagement du territoire, comme je l'expliquais, l'étalement urbain, l'agriculture intensive, la déforestation, on change l'humidité des sols et ça à l'échelle vraiment planétaire. L'eau bleue, on pensait qu'on n'avait pas forcément franchi cette limite planétaire. Or, on le voit surtout en Europe, c'est plutôt une variabilité des débits extrêmes que l'on constate, alors autant au niveau des sécheresses que des inondations. Ça, c'est aussi en raison, c'est lié à la disparition des zones humides. On a perdu 50% des zones humides en 50 ans. Dans le monde, mais aussi en France, en Europe, d'une manière générale. Ces zones humides qui ont ce pouvoir de réguler les crues et de donner de l'eau quand on en a besoin. Donc l'hydrologie, les débits qui s'écoulent dans les cours d'eau est complètement perturbé, est complètement artificialisé. Donc on va vers ces extrêmes-là. Et de plus, vous l'avez mentionné, on a ce phénomène de minage des eaux souterraines. Cela veut dire qu'on extrait trop d'eau par rapport à la capacité des hydrosystèmes à se recharger. Et ça concerne donc les aquifères, mais plus largement dans le monde, la plupart des nappes sont aujourd'hui sous-alimentées parce qu'on extrait trop d'eau et en plus de ça, elle ne peut pas s'infiltrer parce qu'on a bitumé, vous avez compris, les sols. Exactement. Alors parlons un petit peu plus de notre impact. Justement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est la notion d'empreinte eau. On entend souvent parler de notre empreinte carbone, mais alors il est grand temps de s'occuper de notre empreinte eau. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la notion, un petit peu au Luxembourg, comment on se situe aussi par rapport à cette empreinte eau? Tout à fait. L'empreinte eau, donc c'est la somme de l'eau verte, l'eau bleue, l'eau grise. On a commencé un petit peu à le définir comme ça. Alors l'eau a 3 couleurs et on parle très peu de l'eau verte alors que c'est la plus importante. L'eau verte, c'est toute l'eau qui est évapotranspirée par les végétaux. Le 2/3 des précipitations continentales proviennent de cette évapotranspiration. Donc quand on prend la main sur cette évapotranspiration, on perturbe l'ensemble du cycle de l'eau. Et donc l'eau verte, donc c'est la limite planétaire qui a été franchie. L'eau bleue, et c'est toute l'eau que l'on pompe pour irriguer, pour notre eau potable, pour les industries, etc. Et l'eau grise, c'est toute l'eau qui est polluée par nos rejets polluants. Et donc, quand on fait cette somme-là, on peut calculer l'empreinte eau à l'échelle d'un pays. En France, par exemple, c'est 4 900 litres d'eau par jour par habitant. Et au Luxembourg? Et au Luxembourg, c'est 6 900 litres par jour par habitant. C'est 2000 litres de plus par jour. 75% provient de l'extérieur. Ça veut dire que la plupart des produits que vous importez contiennent de cette eau virtuelle, eau qui a voyagé finalement, qui a été extraite quelque part dans le monde et qui arrive chez vous. Et donc cette eau virtuelle voyage. 75% aussi, donc les 3/4, c'est de l'eau verte. C'est précisément cette limite planétaire qui a été franchie. Et c'est essentiellement de l'eau qui a été utilisée dans les céréales qui sont ensuite utilisées pour l'alimentation du bétail. Alors quelques chiffres intéressants sur justement cette notion d'eau virtuelle. Donc on pense boire une petite tasse de café, finalement c'est 140 litres, je disais, que l'on boit virtuellement finalement. Un t-shirt en coton, 40 000 litres, un smartphone, 12 000 litres. C'est quand même assez impressionnant. Et sur toute cette électronique aussi, ces nouveaux composants qui sont en jeu. Exactement. On a besoin d'eau pour absolument tout. Alors moi, j'ai pour habitude de dire on mange de l'eau, puisque c'est essentiellement de l'eau alimentaire. On a besoin d'eau pour produire notre alimentation, donc c'est essentiellement notre alimentation, mais on a aussi effectivement tous nos objets du quotidien. Notre t-shirt en coton dont on va parler, mais aussi les smartphones. En fait, pour produire tous ces objets électroniques, on a besoin d'eau pour extraire les métaux, les terres rares. On a aussi besoin d'eau pour produire l'énergie qui a été nécessaire à la fabrication de ces produits. On a besoin d'eau pour tout, absolument toute la chaîne. Donc on peut faire ces analyses de cycle de vie qui permettent de calculer l'empreinte eau de chaque produit.
Alors, dans les analyses de cycle de vie, là, on se penche sur le volume, mais il y a aussi la qualité en fait de l'eau, donc notre empreinte en termes de qualité. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu au niveau justement des micropolluants, etc., où est-ce qu'on en est? Tout à fait. Eh bien, les micropolluants, donc c'est cette grande famille de substances qui, c'est pas une question de taille, hein, c'est plutôt une question de concentration. Ils sont présents en très faible concentration, mais cette concentration suffit à avoir des impacts sur la santé humaine et la santé des écosystèmes. Donc ces micropolluants, c'est 110 000 substances. C'est essentiellement des substances phytosanitaires, phytopharmaceutiques aussi, les résidus de médicaments, mais aussi les pesticides. Et les pesticides, on les utilise à la fois pour l'industrie textile, mais aussi pour notre alimentation, encore une fois. Au Luxembourg, c'est 122 millions de tonnes, je crois, de pesticides qui sont utilisés chaque année. C'est 2 tonnes à l'hectare à peu près. C'est le taux qui est équivalent à celui de la France et en Espagne. Et donc, effectivement, ces substances, ce dont on ne se rend pas compte, c'est l'avenir de ces substances une fois qu'elles sont dans l'eau. Elles vont se dégrader et produire ce qu'on appelle des métabolites. C'est des substances dérivées. Et même quand on interdit ces substances, eh bien, elles restent dans les aquifères, elles restent dans les milieux aquatiques et continuent à polluer les années plus tard, on les retrouve. 10, 15, 20 ans, exactement. D'accord. Alors, regardons côté solution maintenant. Alors, il y a parfois des tentatives un petit peu originales où vous allez nous dire si vous trouvez qu'elles sont insensées, où l'homme pense littéralement finalement faire la pluie et le beau temps en provoquant des pluies artificielles. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, toutes ces solutions qui sont envisagées, elles sont... donc là, on parle du registre des solutions un peu technologiques qui vont permettre de, encore plus, contrôler ce cycle de l'eau. Donc, une des technologies qui est envisagée, notamment par la Chine, c'est de déployer ces particules d'iodure d'argent qui vont ensemencer les nuages et précipiter la pluie. Ça pose de problèmes géopolitiques, puisque l'Inde accuse la Chine aujourd'hui de voler son eau. Ça pose vraiment le problème de la question du partage de l'eau, voire même l'eau atmosphérique, celle qu'on ne voit pas. Ça pose une question aussi de l'énergie nécessaire pour le déploiement de ces technologies. On va en parler peut-être, mais la question du dessalement de l'eau de mer, est-ce que dans une perspective de sobriété énergétique, on va développer cette technologie absolument partout quand on sait le prix que cela coûte et aussi les impacts écologiques sur les écosystèmes littoraux, puisque dessaler l'eau de mer provoque des saumures qui sont rejetés sans traitement et déciment les écosystèmes. Donc, effectivement, on a plein de solutions technologiques. La crainte que j'ai, c'est ces effets rebonds. On le voit pour absolument tout. C'est dès qu'on crée une ressource, on donne l'illusion d'une ressource abondante. On va créer des nouveaux besoins. Donc plutôt que d'être dans une logique de questionner les besoins et de les prioriser, de trouver des solutions en sobriété, eh bien on va développer un arsenal technologique qui vont maîtriser encore plus le cycle de l'eau. Alors il y a des solutions un peu plus évidentes qui apparaissent, qui sont par exemple qui concernent les fuites d'eau. Alors on sait que 50% de l'eau puisée par les collectivités dans le monde n'est jamais redistribuée aux usagers. Donc c'est quand même assez impressionnant. Alors au Luxembourg, on est bien en dessous. Oui. Donc, mais quand même, ça paraît être une des premières solutions au niveau mondial. Ou alors, encore, je voudrais citer quand même dans votre ouvrage, vous écrivez 20% de l'eau potabilisée passe par nos chasses d'eau. Alors, est-ce qu'il n'y a pas ici une ineptie à l'heure où l'eau se fait rare, d'utiliser l'eau potable finalement pour nos toilettes, pour laver les rues, laver sa voiture ? Tout à fait, oui. On peut, quand on a un petit peu voyagé dans le monde, on se rend bien compte que la chance qu'on a d'avoir de l'eau potable et de se dire qu'on met de l'eau potable dans les toilettes, c'est vrai que ça peut sembler complètement fou. Et oui, alors une des solutions qui pourrait être envisagée, c'est de substituer cette eau potable par la récupération de l'eau de pluie. Ça nécessite des autorisations administratives, de faire un double comptage, parce que cette eau de pluie va rentrer dans un autre réseau, celui de l'assainissement, qui n'aura pas comptabilisé cette eau issue de l'eau potable. Donc ça demande une certaine ingénierie qui est possible. Certains l'ont fait et j'ai même découvert que le Luxembourg l'accompagnait, cette solution. Donc c'est très, très enthousiasmant, oui.
D'accord, oui, tout à fait. Donc différents usages, différentes qualités de l'eau, il faudrait qu'on aille vers ça, Voilà, s'interroger vers la notion de charge polluante, d'être... Cela veut dire aussi, donc c'est ce qu'on appelle la substitution. Plutôt que d'avoir un usage qui nécessite de l'eau potable, on va chercher de l'eau qui n'est pas forcément de qualité potable, en allant chercher ce qu'on appelle des eaux non conventionnelles, des eaux de toiture, des eaux d'exor, de certains métros, quand on a des métros. Enfin voilà, c'est tout un réseau d'eau pluviale aussi, des eaux qui ne sont pas forcément de qualité potable et qui ne nécessitent pas. Donc voilà, on a tout un champ d'ingénierie encore à développer autour de ça. Très bien. Alors, Charlène, pour vraiment être au cœur de votre sujet, vous militez pour une hydrologie régénérative. Alors, c'est quoi au juste? Expliquez-nous. L'hydrologie régénérative, en très rapide, c'est l'art de ralentir le cycle de l'eau, de ralentir pour l'infiltrer à la parcelle le plus possible. Elle fait appel à 3 choses. La question de la gestion de l'eau, le cheminement de l'eau pour la faire la faire infiltrer le plus lentement possible, la stocker en dernier recours. Ensuite, on va travailler sur les sols, avoir des sols vivants, c'est des sols éponges qui vont absorber ces pluies. Et enfin, les arbres qui sont capables de faire ce petit recyclage de l'eau de pluie. Et c'est une super belle technologie, les arbres, on pourra en reparler tout à l'heure. Mais voilà, l'hydrologie régénérative, elle s'applique à la fois en milieu agricole, mais aussi en milieu urbain. Le fait de désimperméabiliser, de planter des arbres, ça va dans ce sens-là aussi. Ouais, très bien. Donc, effectivement, le rôle clé des arbres. On parle aussi des villes éponges. On entend parler des villes éponges à travers le monde. Donc, ça se met en place petit à petit. Alors pour conclure, il nous reste peu de temps, c'est donc finalement une invitation à changer notre rapport à l'eau, c'est ça votre grand appel? Non, ne plus la voir comme une ressource à exploiter, mais comme un bien commun à partager. On peut même envisager un projet de loi qui va l'instituer à l'échelle européenne, mais à l'échelle mondiale. Donc oui, c'est un changement de paradigme, comme je l'appelle. Très bien, un changement de paradigme, donc ralentir, partager la ressource. On va conclure sur ces mots parce que le reste du programme nous attend. Un grand merci à vous, Charlène Descolonges. Je pense qu'on peut vous applaudir. Merci. Merci Charlène. Je rappelle donc votre ouvrage intitulé L'eau fake or not aux éditions Tania. Je rappelle, j'en profite aussi pour citer donc le dernier numéro du Sustainability Mag dont le grand format est dédié à la crise de l'or bleu. Donc vous avez de multiples supports pour creuser le sujet. Mais comme je le précisais tout à l'heure, nous allons continuer à nous retrouver, Charlène, tout au long de ce forum. On va faire des petits zooms après chaque acte de notre vie économique. Donc on va rentrer dans du très concret. Donc, merci beaucoup, Charlène. Et donc, le premier pan de notre vie économique que nous allons explorer désormais, ce sont nos voyages. Nous partons tous et toutes en vacances. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière nos choix de destination? C'est ce que nous allons découvrir. Le tourisme de masse est très lourd d'impact pour notre planète, comme le sont aussi nos voyages professionnels. Mais est-ce que nous devons pour autant renoncer à nos envies d'ailleurs, à nos envies d'altérité? Ou existe-t-il de nouvelles façons finalement de découvrir ces nouveaux horizons? Élément de réponse donc avec une table ronde qui s'annonce particulièrement passionnante, intitulée Behind Your Travel. Ces échanges vont être modérés par notre collègue Jenny Beaver. Et d'abord, je voudrais signaler une originalité de cette programmation. Nous avons convié 2 artistes-interprètes qui vont bientôt rejoindre la scène, Louise Raskin et Fabien Berger, habitués de l'improvisation, à venir jouer justement sur chacun des thèmes que nous allons aborder. Alors, comme pour les matchs d'improvisation, ils ont un temps très serré, très minuté. Ils ont 4 minutes chrono pour nous impressionner. Le principe, nous leur avons préparé une ambiance et un accessoire qu'ils ne découvriront qu'au moment d'entrer sur scène. Donc, bonne chance à eux. Voyons voir comment ils se débrouillent. C'est donc parti pour l'acte 2, Behind Your Travel. Silence, levé de rideau.